Et dans notre débat, comme à chaque fois, on retrouve notre tandem de journalistes éditorialistes politiques. Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour Laurence. Ça va bien? Oui. Ouais, au taquet. Bonjour Johan Gillet. Bonjour Laurence, bonjour France. Bonjour Johan. Ah bah je sens plus de fraîcheur avec Johan qu'avec moi. Bref, alors, je vous laisse réagir à la question qu'on a posée sur nos réseaux à nos auditeurs. Forcément, suite à l'annonce de son renvoi devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt, est-ce que pour vous, Éric Dupond-Moretti est-il encore crédible en tant que garde des Sceaux? Autant vous dire que pour nos auditeurs, c'est sans appel à 97%, c'est non. Crédible, ministre en sursis, quel est votre avis, François-Olivier Gisbert? Bon, écoutez, je vais vous proposer de prendre un peu de recul. Si vous permettez juste d'être un petit peu long, mais après je rendrai tout mon temps de parole. Ah oui, on compte le parole. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Faut expliquer, parce que dans cette affaire, Éric Dupond-Moretti est la victime. Hein, c'est quand même lui la victime. Vous vous souvenez, le Conseil supérieur de la magistrature, qui est une institution qui lave toujours plus blanc, enfin uniquement les magistrats, c'est elle qui l'emmène donc vers la Cour de justice, où il risque quand même d'écoper de 5 ans de prison. Je pense pas qu'il le ferait, mais bon. Et il faut bien voir que cette institution, le Conseil supérieur de la magistrature, il a blanchi Éliane Elouette et Patrice Amar, la présidente et puis la patronne et puis le vice-procureur du parquet national financier, parce qu'ils avaient, lors de l'enquête sur l'affaire dite Bismuth, vous savez, c'est-à-dire les conversations téléphoniques entre l'avocat de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog et Thierry Herzog elle-même, parce qu'ils avaient fait relever les fadettes, des relevés détaillés des conversations téléphoniques de plusieurs grands avocats parisiens, dont Éric Dupond-Moretti, qui n'avait rien à voir là-dedans, pour découvrir une taupe qui aurait donné des informations. Bon, ça c'est quelque chose qui se fait dans les dictatures, en Russie, au Venezuela, dans ces pays qui adorent la France insoumise, mais en principe ça ne se fait pas dans les démocraties. Enfin, on ne va pas chercher dans les relevés détaillés des conversations téléphoniques des avocats. Bon, donc, là, le parquet national financier l'a fait. Et voilà, c'est comme d'habitude avec nos chers magistrats, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Et finalement, cette affaire, si vous voulez, moi c'est ça que je trouve incroyable, c'est que cette affaire, on vit aujourd'hui à l'heure d'inversion des valeurs en France. Vous savez très bien, chez nous, les coupables sont des innocents, les innocents sont des coupables. Et qu'est-ce qu'il a fait Dupond-Moretti? Évidemment, il avait porté plainte tout de suite, parce qu'on ne fait pas ça aux avocats. Dès qu'il a été nommé garde des Sceaux, il a retiré sa plainte. Mais il a peut-être, alors c'est ce que disent ses adversaires, commis l'erreur de laisser courir l'enquête. Mais enfin, il a tout de suite été dépaysé. Vous vous souvenez, c'est Jean Castex là, qui l'a récupéré, et qui était à l'époque Premier ministre. Donc en fait, c'est absolument une non-affaire. Oh bah c'est une non-affaire, c'est quand même une situation inédite quand même, François-Olivier. Je termine là. Oui. C'est un scandale total, c'est une histoire de fou. Voilà. Et ça montre à quel point la justice française est malade, puisque c'est une victime qui va se retrouver devant la Cour de justice. Parce que c'est ça la vraie histoire. Dans cette affaire, Éric Dupond-Moretti est une victime. Alors, Éric Dupond-Moretti, victime, justice malade, c'est votre lecture de l'histoire, Johan Gillet? Écoutez, si je voulais paraphraser Gérard Darmon dans ce film culte La Cité de la Peur, écoutez, laissez la justice faire son travail et nous reviendrons vers vous dès que nous aurons de plus amples informations. Je crois que comme dans toutes les affaires... Je suis désolé, Johan, elle a tout blanchi. Elle a blanchi le parquet national financier. C'était une petite boutade. Ceux qui avaient fait les fadettes. C'est ça l'histoire. C'était une petite boutade. C'était une petite boutade juste pour dire qu'il faut laisser effectivement là maintenant les choses suivre leur cours, ne blâmer personne effectivement parce que nous sommes non compétents entre guillemets pour juger du fond de l'affaire. Si ce n'est que effectivement. Non. J'y viens. On est journaliste enfin. On est journaliste, France. Oui, mais tu es prompt d'habitude à te satisfaire du jeu politique en disant oh mais c'est le jeu politique. Bon bah là on peut reprendre tes mots en disant le jeu politique, c'est la justice, c'est une grande institution française. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Oui. Ce que je veux dire, c'est que d'abord, il y a une problématique dans la nomination de départ d'Éric Dupond-Moretti. Emmanuel Macron savait très bien ce qu'il faisait. Je vous disais que l'année dernière, quand Emmanuel Macron rassemblait, par exemple, en prenant Pape Ndiaye au gouvernement, en montrant une ouverture d'esprit, etc., c'était toujours pour mieux diviser. Quand il prenait des gens à droite, c'était pas pour rassembler la famille de droite, c'était pour diviser la famille de droite. À gauche, pareil, etc. Bon, là, il a pris Éric Dupond-Moretti, qui était la personne qui était peut-être la plus mal placée pour porter des réformes, notamment de la magistrature. On le sait très bien, il y avait une espèce de défiance de base.
Éric Dupond-Moretti, d'ailleurs, au moment de cette affaire Robert Bismuth, avait dit lui-même nous sommes entrés dans la République des magistrats. C'est-à-dire que ce n'est plus la politique et les institutions qui commandent, c'est la magistrature. Difficile de nommer quand même un garde des Sceaux qui a, entre guillemets, ces propos-là. Je ne dis pas qu'il a tort de les tenir, soyons d'accord, Franz. Je dis que c'est difficile ensuite, entre guillemets, de ne pas entrer dans des affrontements que l'on connaît, que l'on sait. Il n'est pas le dernier, Éric Dupond-Moretti, pour se laisser aller à des bons mots, à des belles phrases. L'homme qui d'ailleurs avait dit que si un jour lui proposait d'être ministre, il riait au nez du présentateur en disant mais jamais de la vie, faudrait être fou pour faire ça, ou faudrait qu'il soit fou pour me prendre, etc. Bon, c'est un jeu, quand on participe de l'outrance, eh bien à un moment donné, de manière légitime ou pas, le boomerang revient. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est une vieille guerre, effectivement, qui existe entre Éric Dupond-Moretti et la magistrature, qui ne devrait pas avoir lieu dans un État où simplement le droit devrait commander. Mais comme on sait très bien qu'il y a toujours derrière tout cela un tout petit peu de politique, qu'il y a des soupçons parce que Éric Dupond-Moretti passait aussi ses vacances avec Éric Herzog, il y a beaucoup de politique, il n'y a que de la politique. On a une magistrature politique. C'est politique. Et là, je répète, parce que là, Johan, je dis juste qu'Éric Dupond-Moretti n'est pas plus au-dessus de tout soupçon que les magistrats. C'est ça que je veux dire. Qui se retrouve accusé. Il y a quelque chose qui cloche. Je suis d'accord avec toi. Je dis juste qu'Éric Dupond-Moretti n'est pas au-dessus, n'est pas un ange de tendresse et de moralité, pas plus que ne peut l'être la magistrature. Il a voulu faire effectivement la peau à l'École nationale de la magistrature. Il s'en est pris aux magistrats. Je ne dis pas mais non, ça c'est de la propagande. Elle est toujours là, cette école de la magistrature. C'est de la propagande. Je suis d'accord avec lui. Enfin, il a été très très critique à son endroit. Et donc, ça n'augurait pas d'une... Enfin, moi, je sais pas. Je ne suis pas là pour le défendre. Un petit peu quand même. Je suis là pour défendre des principes. Et ces principes sont foulés aux pieds par une partie de la justice ultra politisée ces dernières années. Et je pense qu'il est temps quand même de mettre le holà. C'est pas possible. Là, c'est effectivement, Johan a raison dans son analyse, tout le monde fait de la politique, mais je veux dire, les magistrats, ils sont pas censés faire de la politique. On a accusé récemment pas à faire de politique, on est d'accord. De la politique, mais les magistrats, on les laisse faire. Il déclare, les magistrats, ils déclarent que ça affaiblit l'institution judiciaire, cette affaire. Ben, elle est déjà très faible, je suis désolé. Pour voir l'impopularité des magistrats en France dans les sondages, on le sait très bien. Mais le problème, c'est que dans cette affaire-là, le Conseil supérieur de la magistrature, il donne raison. Disons, aux magistrats extrémistes, politisés, qui sont quand même assez nombreux et qui veulent à tout prix faire un exemple et l'envoyer sur le thème, envoyer Dupond-Moretti devant la Cour de justice sur le thème. Eh ben oui, en fait, on lui reproche d'avoir à l'époque porté plainte qu'il a retirée quand il a été, quand on a regardé ses relevés téléphoniques. Et ce qu'on ne fait pas, je le répète, ce qui est totalement illégal, ce qu'on ne fait pas aux avocats dans une démocratie. Mais là, il n'y a pas eu de problème. Le Conseil national, le Conseil supérieur de la magistrature a, je le répète, blanchi les magistrats qui avaient commis cette infraction. Alors voilà pour le cas Dupond-Moretti. Une autre question qu'on a posée, messieurs, à nos auditeurs depuis 7h du matin. Est-ce qu'il y a, selon vous, une diabolisation de LFI, comme l'a dénoncé hier Jean-Luc Mélenchon? Au niveau de nos auditeurs, à 67%, c'est non. Oui, à 33%. Diabolisation par la majorité, par les partis de droite, par les partis d'extrême droite, mais aussi par certains de ses partenaires de la NUPES, selon dixit Jean-Luc Mélenchon. Je vous laisse réagir dans un premier temps, Johan Gillet. Enfin, écoutez, vous savez, Laurence, j'ai, en tant que journaliste documentariste, beaucoup filmé la politique, et on a, avec Serge Moati notamment, beaucoup filmé la famille Le Pen, l'extrême droite, pour voir comment est-ce que cette famille politique construisait son succès électoral, sur quoi est-ce que ça pouvait reposer. Évidemment, on a beaucoup filmé le Jean-Marie Le Pen père. Si vous ne m'aviez pas là montré que les propos étaient signés Jean-Luc Mélenchon, j'aurais pu reprendre exactement ce que disait Jean-Marie Le Pen il y a 10 ans. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là, alors ? Nous sommes ostracisés, nous sommes victimes d'une alliance politico-médiatico, il aurait peut-être rajouté judéo-maçonnique, ce que disait Jean-Marie Le Pen. Jean-Luc Mélenchon le dit aussi apparemment, en critiquant, en disant que le CRIF est d'extrême droite. Donc aujourd'hui, vous avez l'impression que la France insoumise, qui n'a pas réussi à prendre le pouvoir, n'a plus qu'une seule stratégie, c'est la victimisation. C'est un complot médiatico-politico, on va dire crifo, je ne sais quoi. Non, là, c'est pas possible. Jean-Luc Mélenchon va trop loin. La France insoumise n'a besoin de personne pour être diabolisée. Et en termes de diabolisation, je crois qu'ils sont pas mal, parce que quand on voit de l'extrême droite partout, eh ben, on finit effectivement par
binariser les camps politiques, eh bien, on a le sentiment après d'avoir un seul camp contre nous. C'est le problème du manque de nuances, de la binarisation. Ils ont l'impression d'avoir une masse contre eux. Je pense qu'ils payent ce qu'ils font. Je me souviens très bien ce qu'ils ont fait. Je vous l'ai dit la dernière fois avec Bernard Cazeneuve, en disant la loi permis de tuer de Bernard Cazeneuve. Quand on est dans l'outrance comme ça, il faut s'attendre à des retours de bâton. Là encore, c'est un peu la même chose que l'affaire précédente. Quand on est dans l'outrance et dans l'outrage, on le paye. Donc à un moment donné, c'est comme ça, quoi. On ne va pas non plus donner des caresses aux gens qui vous expliquent que vous êtes d'extrême droite et que vous ne pensez pas comme eux, quand même. Diabolisation de LFI, Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas pourquoi, mais François-Olivier Gisbert, j'ai un petit peu une idée de ce que vous allez me répondre. Bon, je pourrais laisser le mot de la fin à Johan, parce que je suis d'accord. Non, encore du temps, allez-y. Il a récolté ce qu'il a semé, la haine. Voilà, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Là, aujourd'hui, il faudrait qu'on le plaigne, mais enfin, c'est ridicule. Enfin, en même temps, là, il faut rappeler, dans le contexte, Jean-Luc Mélenchon avait rendu visite aux militants LFI dans les Vosges, dont la maison a été incendiée. Voilà, tentative d'assassinat. Pour lui, il y a l'aboutissement d'une banalisation de la violence. On sait qu'il y a pas mal d'élus insoumis qui reçoivent des menaces d'extrême droite ou autre. Ça a été le cas du député. Ils soufflent sur les braises, sur toutes les braises systématiquement. Peut-être ça va calmer. Pour vous, ils sont responsables, en fait. Alors, pardon, je n'ai pas dit qu'il est responsable. Je dis juste que la politique, ça ne consiste pas uniquement par démagogie, parce que ce n'est que de la démagogie, à souffler en permanence sur les braises. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça consiste à être de temps en temps responsable, à penser à la France, à la cohésion sociale, au vivre ensemble. Voilà. Et ça, apparemment, c'est pas la politique qui a été menée par la France insoumise depuis plusieurs mois. C'est la nuance que je voulais effectivement apporter, Laurence, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, je me suis comme beaucoup exprimé pour évidemment soutenir, j'ai envie de dire, les élus de la France insoumise après cet incendie a priori qui semblerait volontaire de la maison d'un militant insoumis dans les Vosges. C'est inadmissible, et c'est parce que personne ne souhaite cette ultra-violence et que nous devons tous républicainement la combattre qu'il ne faut pas souffler sur les braises, qu'il ne faut pas dire regardez, il y a une population, les musulmans, qui est détestée par une autre partie de la population. Les quoi d'ailleurs? Les Français? Pour moi, les musulmans de France sont français, comme tout le monde. Donc rabâcher ça tout le temps, essayer de cliver la société, fait naître la violence. Ce qui est arrivé aux militants insoumis est inadmissible. Aucun militant politique, aucune personne, parce qu'elle pense différemment de nous, ne doit être violentée, et encore moins évidemment violentée physiquement. Ça, c'est inadmissible. Et c'est parce que ce sont des principes fondamentaux républicains que Mélenchon devrait se souvenir que j'ai envie de dire, le fait de souffler sur les braises et d'exciter l'excitation d'une société civile aboutit à ce genre de drame que personne ne souhaite. Donc tout mon soutien à l'élu de la France insoumise dans les Vosges, et c'est pour ça que j'en appelle à la responsabilité de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il y a suffisamment de combats à mener pour éteindre cette violence, pour ne pas souffler sur les braises. Voilà. Pour t'amener, François-Olivier Gisbert, il n'y a pas de diabolisation de LFI, mais il n'y a pas de banalisation du RN? Non, mais attendez, alors je reviens encore sur ce mot que j'aime pas trop, d'ailleurs, le jeu politique. C'est-à-dire que le RN fait tout pour se normaliser. Apparemment, il a réussi. De l'autre côté, la France insoumise est pris dans une espèce de mouvement, je pourrais dire de boyardisation. Ça colle très bien, parce que quand on voit ce personnage de Louis Boyard qui incarne aujourd'hui un peu la France insoumise, on voit très bien ce que ça veut dire. Bon, mais c'est quand même l'incitation à la haine en permanence. Et ça, voilà les effets. Donc, si vous voulez, moi, je répète, c'est toujours l'histoire de l'arroseur arrosé. Je pense que l'erreur de Mélenchon, ça a été de faire beaucoup d'électoralisme, et par électoralisme, effectivement, d'avoir tout fait pour essayer de diviser la France, les Français les uns contre les autres. Il recherche les voies, disons, dites musulmanes à tout prix. Il fait tout pour ça. Il le fait avec beaucoup de violence, avec beaucoup de talent, parce que c'est un excellent orateur, ça on peut pas lui enlever ça. Mais aujourd'hui, il reçoit tout ça en boomerang. Voilà, c'est comme ça. C'est ça aussi la politique. C'est ça aussi la politique. Merci beaucoup François-Olivier Gisbert. Merci à vous. Johan Gillet. Et à dimanche prochain, si vous le voulez bien. Allez, merci messieurs.